Donc voilà, une personne qui viendrait d'avoir son Ledger Nano, qui viendrait d'ouvrir son Ledger Nano, on espère que cette personne aille sur start.ledgerwallet.com et là on le guide pas à pas vers l'installation de son wallet avec des remarques de sécurité, des remarques des bonnes pratiques. On lui fait télécharger une application qui lui permet justement de créer des wallets à l'intérieur, parce que chaque blockchain a potentiellement toutes les blockchains n'ont potentiellement pas les mêmes courbes pour la génération de clés cryptographiques sur lesquelles elles se basent. Du coup, quand vous voulez installer, par exemple, mettons Tezos, il va falloir installer la courbe de Tezos, vérifier que vous utilisez bien le bon format d'adresse. Et donc pour ça, en fait, on fournit ces applications qui sont disponibles dans Ledger Live. Donc quand vous installez votre Ledger Nano avec Ledger Live, vous êtes guidé un peu sur l'installation d'un wallet Bitcoin, d'un wallet Ethereum, d'un wallet Bitchain, etc. Ensuite, on explique comment sécuriser ça avec un PIN code, parce que sur le petit écran du Ledger Nano, ouais, pardon, non, fausse alerte. Vous avez un PIN code qui définit l'accès ou non à votre Ledger Nano. Et si vous mettez 3 fois le mauvais code, le Ledger Nano se wipe, il n'y a plus rien dessus. D'où l'intérêt d'avoir ce backup. Donc si votre Ledger Nano est perdu, vous pouvez potentiellement considérer que les fonds sont encore en sécurité, puisque si la personne la personne qui trouve votre Ledger Nano n'a pas le code, elle ne pourra pas l'utiliser. Et comme je le disais, une fois qu'on a installé son Ledger Nano, on peut installer des applications qui sont spécifiques à l'intérieur du produit et installer toutes les wallets dont on a besoin pour interagir avec sa crypto-monnaie. Et éventuellement aussi, le Ledger Nano est capable d'interagir directement avec des web apps. Donc on suit le protocole web USB. Du coup, une application qui serait une web app qui voudrait interagir avec le Nano. On a des scripts spécifiques pour aider à cette intégration et vous pouvez directement interagir avec la web app depuis votre Ledger Nano sans passer par Ledger Live. Voilà, aujourd'hui, pour ce produit de grande consommation, on supporte à peu près 25 différents coins et un peu plus de 1200 différents tokens ERC20 qui sont directement disponibles dans Ledger Live. Et ensuite, toute web app qui a envie de s'intégrer, d'intégrer avec Ledger est capable de le faire. Donc, si vous avez le Ledger Nano X, vous pouvez aussi avoir un Ledger Live, évidemment, dans votre portail. Donc, on a essayé de faire quelque chose qui soit le plus sécurisé possible, en appliquant toutes ces bonnes pratiques qui sont pas forcément faciles à suivre de soi-même avec des outils gratuits open source. De packager tout ça dans un device qui est facile à utiliser et relativement peu cher. Alors, le Ledger Nano est autour des 50 € et le Ledger Nano S autour de 50 € et le Ledger Nano X autour de 80, avec des promos assez régulièrement quand il y a des grands événements crypto. Et au final, vous êtes normalement capable d'interagir avec votre wallet de la façon la plus sécurisée possible et en même temps avec le meilleur interface utilisateur possible. Bien sûr, si vous suivez pas ce genre de bonnes pratiques, alors je vous montre pas les derniers tickets qui nous sont arrivés au support avec d'énormes problèmes, mais juste ce qu'on trouve tout simplement sur les forums Bitcoin en cherchant un petit peu. J'ai perdu ma recovery phrase. Si vous avez perdu votre recovery phrase, c'est bien simple. C'est moins cher et plus vite de parcourir tout le monde entier en cherchant son téléphone que d'essayer de retrouver sa recovery phrase si vous l'avez perdu. Le champ dans lequel les 12 mots sont tirés, ou les 24 mots, où il y a plusieurs types de recovery phrase. Donc, si vous cherchez 12 mots ou 24 mots, vous les cherchez dans un dictionnaire qui est tellement grand que c'est extrêmement difficile. D'où le fait qu'une bonne pratique, c'est de conserver ces recovery phrases. Et pour les consommateurs, on propose aussi des systèmes de backup qui vous permettent de les garder le mieux possible. Alors, on travaille avec CryptoSteel là-dessus, qui vous permettent d'avoir un papier qui est en métal. À la place du papier, d'avoir une plaque de métal sur laquelle sont gravés vos mots et de les conserver comme ça. D'avoir aussi des ledgers de backup si jamais vous avez peur de le perdre. Et de même, si vous perdez votre seed, effectivement, c'est tout simplement perdu de chez perdu. Mais c'est le dernier recours. Il faut garder ces seeds ou à minima faire des backups de ces 24 mots.
là, je vous parlais du virus, qui c'était le copy-paste virus. C'est pas une légende, hein. Il y en a eu, il y en a encore de ce genre de virus qui apprennent à reconnaître ce que vous mettez dans votre presse-papier en termes d'adresse et les remplacent par une autre adresse. Et enfin, bah, si vous pensez que laisser vos crypto-monnaies dans un exchange vous protège contre tous ces types d'attaques et tous les problèmes qui peuvent venir et toutes les difficultés qui peuvent subvenir à gérer soi-même son wallet, bah, sachez que c'est pas pour autant que vous êtes complètement protégé, puisque derrière les systèmes d'authentification sur les exchanges, il y a de nombreuses attaques possibles. Alors j'ai un petit peu cherché, j'ai trouvé cet article qui dit où un individu explique comment il s'est fait SIM swapper et comment Verizon a envoyé des codes de vérification de son wallet sur Coinbase, un des exchanges principaux de crypto-monnaie, et potentiellement permis à un attaquant de se loguer à sa place sur cet exchange pour retirer ses crypto-monnaies. Je prends quelques questions déjà sur la partie consommateur, s'il y en a. Attendez, je peux regarder sur le... Non, pas de questions, ok. Très bien. Du coup, cette approche qu'on a eue avec les individus, avec le retail, avec la grande consommation, on l'a aussi appliquée aux problématiques des entreprises. Et pour une entreprise ou un fonds d'investissement qui posséderait des crypto-monnaies, enfin, toute institution qui posséderait des crypto-monnaies, se pose évidemment la problématique de la sécurisation de la clé sur laquelle ces crypto-monnaies sont possédées. Et à qui est-ce qu'on va donner cette clé? Vous imaginez bien que si on a 2-3 millions d'euros en Bitcoin, vous allez donner la clé à quelqu'un, et si cette personne perd cette clé ou cette personne se fait voler cette clé, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire? Est-ce que c'est suffisant comme système de sécurité? Donc là, vous avez tout de suite des problématiques de gouvernance. Est-ce qu'on peut donner à une seule personne la responsabilité d'une clé qui possède plusieurs millions? Des problématiques de sécurité aussi, comment on fait pour sécuriser cette clé, à qui on la donne, et aussi des problématiques de scalabilité, parce que si vous conservez cette clé dans un endroit qui est trop sécurisé, ou si vous construisez des murs autour du point de stockage de cette clé, potentiellement vous allez aussi ralentir l'accès à cette clé. Et si vous devez faire des opérations sur cette clé régulièrement, par exemple envoyer des bitcoins quelque part pour les trader, ou bien les envoyer pour régler une opération d'investissement, par exemple, plus vous allez essayer de renforcer la difficulté d'accès à cette clé, plus vous allez aussi ralentir l'efficacité de vos opérations autour de cette clé. Et plus généralement, si je vous parlais des exchanges tout à l'heure, lorsque vous êtes par exemple un exchange de crypto-monnaie, vous êtes complètement surexposé à ce genre de choses, puisque vous avez des crypto-monnaies qui sont collectées pour le compte de vos utilisateurs, et vous devez aussi les envoyer sur les comptes de vos utilisateurs lorsqu'ils les réclament. Donc les exchanges sont en perpétuelle recherche d'amélioration de leur processus de sécurisation. Et le triste constat qu'on peut faire autour de ces 10 dernières années, c'est qu'il y a beaucoup d'exchanges qui se font hacker, il y a beaucoup de problématiques de sécurité. Et encore, tout ça, ce sont uniquement les vols dont on a eu vent. Et au fond, un exchange, c'est une plateforme qui vous propose d'acheter des crypto-monnaies, qui gère cette relation d'achat et de vente, et qui vous propose aussi de les trader, qui propose des services de trading. Donc c'est pas le cœur de leur métier souvent d'être sécurisé. C'est pour ça qu'ils font appel à des entreprises comme Ledger pour sécuriser leurs crypto-monnaies et se protéger contre différents types d'attaques auxquelles ils peuvent faire face. Donc dans ce cadre, on a développé une approche qu'on appelle Ledger Vault, qui est une solution de custody que l'on veut proposer une tranquillité d'esprit, une grande agilité d'utilisation de la plateforme, un maximum de contrôle possible, et aussi un passage à l'échelle, une scalabilité importante aux utilisateurs. Donc on a essayé d'avoir cette même approche de sécurité que je décrivais sur la partie
sur la partie consommateur, mais en même temps d'adapter la façon dont les utilisateurs vont interagir avec la plateforme de façon à ne pas complètement sacrifier. Enfin, on va pas du tout sacrifier la sécurité, mais on va donner une interface utilisateur, une expérience qui leur permet quand même de faire l'intégralité des opérations qu'ils souhaitent faire. Et quand on regarde un peu dans le détail des risques qui sont portés par des entreprises qui auraient des crypto-monnaies, il y a un risque physique. C'est pas non plus ici des légendes que des propriétaires d'exchange, des propriétaires de fonds qui ont des crypto-monnaies sont parfois victimes d'attaques physiques sur lesquelles on essaie de leur extorquer leur clé cryptographique. Il y a eu plusieurs cas où il y avait un insider, donc des employés qui étaient malicieux et qui essayaient de détourner certains fonds qui étaient encaissés par les exchanges. Parfois aussi, on interagit avec un tiers et l'interaction avec ce tiers mène à des failles de sécurité. Les exchanges sont aussi sujets à des attaques de phishing. Les exchanges peuvent aussi se tromper quand ils remplissent une transaction de retrait ou quand ils se préparent à faire un transfert important. On peut faire du fat finger aussi là-dedans. Et il y a eu des cas effectivement où des institutions avaient perdu des clés privées. Donc contre toutes ces différentes attaques, on a mis en point une solution qui va leur permettre de les couvrir de la meilleure manière possible. Donc ça se traduit par déjà proposer un framework de gouvernance, c'est-à-dire qu'en tant qu'organisation, vous êtes capable de définir qu'il y a certains groupes qui sont capables de faire telle et telle transaction, que certains groupes sont ici pour approuver cette transaction, que certaines adresses font partie d'une liste blanche et donc peuvent potentiellement avoir des cas d'application spéciale, des cas de transferts spéciaux, on peut autoriser un opérateur ou un autre opérateur à faire des envois uniquement sur une whitelist ou non, etc., etc. Et à définir évidemment de la multi-autorisation, ce qu'on appelle de la multi-signature en blockchain, c'est-à-dire de dire que pour telle et telle transaction ou pour tel et tel compte, il faudra qu'il y ait contre-signature d'un certain nombre d'autres opérateurs. Et la différence de ce qu'on peut voir dans un multisig classique, le multisig c'est quand même une application bien connue en blockchain depuis Bitcoin. Aujourd'hui, on est capable de mettre ce type de multisignature au niveau du hardware. Et l'approche de Ledger a été de construire ce genre de multisignature justement au niveau du hardware pour les rendre blockchain agnostiques. C'est-à-dire que si vous voulez aujourd'hui avoir un multisignature sur Ethereum, c'est très facile. Un multisignature sur Tezos, c'est très facile. Un multisignature sur Bitcoin, c'est très facile. Mais vous avez à chaque fois un multisignature qui est dédié à la blockchain que vous utilisez, avec toutes les contraintes qui peuvent apparaître lorsque vous voulez définir des règles plus compliquées, telles que je veux qu'il y ait cette liste qui peut faire cette chose-là, je veux qu'il y ait cette liste qui ait ce seuil maximum d'envoi par jour, etc., etc. Donc, ce que permet de faire Ledger Vault, c'est justement d'avoir toutes ces règles qui sont directement au niveau du hardware et donc qui sont blockchain agnostiques. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est la création de ces règles de transaction pour un nouveau compte. Donc, je le disais tout à l'heure, en fait, on a la possibilité, à partir de cette plateforme, de créer des groupes et de créer des différents utilisateurs avec différents types d'opérations. Et aussi de révoquer les utilisateurs lorsqu'ils changent d'organisation et lorsqu'on n'a plus besoin de les piloter. En termes d'opération, ça se traduit avec des security devices qui sont les Ledger Blue qu'on a modifiés et fait évoluer aux besoins des entreprises. Donc, quand une entreprise choisit Ledger Vault comme système de custody, on distribue à cette organisation une vingtaine de ces devices qui sont comme des gros Ledger Nano sur lesquels il y a beaucoup plus de choses qui sont disponibles sur l'écran. Et ces différents Ledger Nano, ces différents Ledger Blue ont leur propre entropie, ont leur propre identification, ont propre authentification avec la plateforme. Et le fait que l'écran soit assez grand, à chaque fois que quelque chose est proposé en signature, tout peut être revu sur cet écran. Et donc, une de nos approches de la sécurité est qu'on veut s'assurer à chaque fois
what you see is what you sign. Donc, ce que vous voyez, c'est effectivement ce que vous signez. Donc, on s'assure que, à partir de moyens cryptographiques, que les transactions qui sont proposées à travers la plateforme web sont bien les transactions qui vont être signées en les lisant directement sur le Personal Security Device. Et donc, dans le cadre d'une transaction faite avec Ledger Vault, vous avez un opérateur qui va créer une transaction à partir de son PSD, la confirmer sur son PSD. Et ensuite, s'il y a besoin de la contre-signature pour d'autres opérateurs, les autres opérateurs peuvent le faire depuis leur propre poste en mettant leur propre PSD. Et ensuite, cette transaction a fait l'objet d'une vérification des règles qui ont été mises en place au niveau d'un hardware security module, donc un serveur sécurisé sur lequel on a stocké ces règles. Et cette transaction est finalement signée s'il y a effectivement toutes les règles nécessaires qui ont été vérifiées. Et ensuite, elle est envoyée sur la blockchain correspondante pour inclusion dans un bloc. Donc ça ressemble à ça, hein. Vous mettez une adresse de réception, vous mettez un montant et vous appuyez sur Next. Et la personne qui doit éventuellement contre-signer reçoit une notification et contre-signe ou non. Donc ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que toutes ces règles, elles sont implémentées au niveau du hardware et donc elles sont transportables à toutes les différentes blockchains qui sont soutenues, supportées sur le Ledger Vault. Et finalement, vous gardez en tant qu'utilisateur toute la trace d'audit de qui a signé quoi, qui a initialisé quoi, qui a fait quoi, etc., etc. Et si jamais l'un de vos opérateurs perd son PSD ou si un PSD venait à disparaître, vous avez toute une chaîne de gouvernance qui peut s'appliquer pour récupérer le PSD, voire pour le remplacer par un autre. Donc voilà quelques exemples de règles qui peuvent être mises en place avec des systèmes de seuil, des systèmes différenciés d'approbation selon différents seuils, des systèmes de whitelisting pour différentes contreparties, par exemple. Voire des règles plus basiques comme multi-autorisation, d'avoir plusieurs autorisations pour faire une adresse en particulier, ou quelque chose de très très flexible qui dit on peut très bien dire on a un wallet de trading sur lequel il faut aucune autorisation, il peut l'envoyer sur aucune adresse, mais éventuellement on peut mettre un plafond pas plus de 15 bitcoins par jour par exemple. Et étant donné qu'on vise un marché entreprise, on sait évidemment exporter les différentes transactions en CSV et construire tous les reports nécessaires pour gérer l'opération au jour le jour. Je vois que le temps passe assez vite. Le Ledger Vault vient avec une assurance contre les crimes. Donc on a obtenu une assurance qui correspond à notre niveau de sécurité, qui vous garantit que si un individu tiers arrive à voler les clés à partir du HSM, l'assurance court. S'il y a une erreur de transmission ou s'il y a un vol lors d'une transmission de l'information entre le HSM et le PSD, c'est couvert aussi. Et l'assurance couvre aussi contre toute action malicieuse d'un employé de Ledger, d'une collision de Ledger pour piquer les clés à l'intérieur. Voilà. Donc techniquement, quand vous voulez atteindre le plus haut niveau possible à notre sens de sécurité pour la sécurisation des cryptos pour une entreprise, on commence par générer une seed initiale, donc là, à peu près la même chose que ces 24 mots, mais d'une version un peu plus entreprise, à partir de 3 ledgers blue qui vont être les shared owners et qui vont générer cette entropie initiale. Cette entropie initiale va être sauvegardée dans le HSM. Donc, un shared owner ne suffit pas pour régénérer la seed. Il faut les 3 à la fois. Une fois que cette donnée est stockée à l'intérieur du HSM, on va crypter les données qui sont à l'intérieur du HSM dans la partition dédiée aux clients avec des ledgers blue qu'on va appeler les ledgers orange, qui vont servir de wrapping key à tout ce qui se passe à l'intérieur du HSM. Et à partir de là, on a 2 types de comptes, des comptes administrateurs qui peuvent créer des règles, organiser de nouveaux opérateurs, réaliser des quorums pour avoir de nouveaux administrateurs, par exemple. Et enfin, des ledgers blue qui sont des opérateurs et qui, eux, vont pouvoir faire les transactions au jour le jour. Donc, typiquement, des contrôleurs financiers, des traders, des customer account managers, etc., etc.
Donc, en termes d'architecture, euh, voilà un diagramme d'architecture de haut niveau. On a une web app avec un secure element qui est dans le PSD. Donc, c'est l'interface utilisateur en elle-même. On a aussi une intégration avec des API sur lesquelles vous avez un petit module Docker d'identification qu'on appelle le Ledger Authentication Module. Dans tous les cas, que ce soit côté user ou direct integration, vous avez un channel d'intégration qui va vérifier l'authenticité de la personne avec qui elle est en train d'échanger. Et toute la logique que vous allez créer en termes de gouvernance va être mise au niveau du HSM. Et finalement, lorsque la transaction a passé les différents checks de gouvernance et de validation de signature, vous finissez par signer la transaction et l'envoyer dans l'une des blockchains avec lesquelles vous voulez interagir. Donc, cette architecture, elle vous décrit en haut niveau comment Ledger Vault marche, mais aussi comment tous les outils de Ledger fonctionnent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a un Ledger Bitcoin Explorer, un Ethereum Explorer, un VeChain Explorer. En fait, on déploie des explorers pour chacune des blockchains et des coins qu'on supporte. Et ensuite, on construit l'intégration avec ces explorers et ces nœuds directement avec les services qu'on gère. Et évidemment, au final, on rend une interface utilisateur qu'on veut la plus simple à utiliser possible. Et donc, ça décrit un peu tous les différents postes sur lesquels vous pouvez être amené à intervenir si vous venez à travailler avec nous. Je voudrais laisser un peu de temps pour les questions, du coup, je vais passer un peu vite là-dessus. Donc, notre approche, c'est d'être secure by design et d'essayer de proposer que tout ce qu'on voit sur son personal security device, tout ce qu'on voit, c'est effectivement ce qu'on va signer. On a développé notre propre operating system, Bolos, qu'on déploie donc sur des HSM, sur des hardware wallets, etc. Et si vous êtes intéressé plus particulièrement par la recherche en sécurité, on a une activité assez intense dans ce domaine. Alors, on essaie systématiquement d'améliorer les HSM qu'on utilise afin qu'ils protègent le mieux possible les clés que l'on stocke à l'intérieur. On est toujours à la recherche de nouvelles certifications et de nouvelles reconnaissances des agences de sécurité sur les devices qu'on utilise. Et question communication entre nos data centers et les personal security devices, on s'assure qu'il y ait des canaux de communication qui sont ici aussi sécurisés. Voilà. Bon, les API, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Et je voulais aussi vous montrer rapidement, voilà, au niveau de la certification, si c'est un domaine qui vous intéresse, on est très actif là-dessus. On travaille assez régulièrement avec l'ANSSI, on travaille avec d'autres types de certifications de sécurité comme SOC 2, et on a un track record assez important déjà avec le NO S et le NO X. Mais on a une équipe dédiée chez Ledger qui s'occupe de faire nos pen tests, qui sont actuellement 6 personnes à plein temps, qui sont spécialisées dans les attaques logicielles, dans les attaques de side channel et dans les attaques d'accès en faute à partir du device. Aussi, si vous voulez trouver des bugs chez nous, il y a un bounty programme. N'hésitez pas à les regarder aussi. Vous devriez trouver ça sur notre site web assez facilement. Voilà. Je vais arrêter là. Est-ce qu'il y a déjà des questions des sujets qui vous brûlent? Les boîtes sont livrées, les clés sont-ils immifugées? Alors, les boîtes dans lesquelles sont livrées les clés ne sont pas immifugées. C'est-à-dire que lorsque vous recevez votre Ledger Nano, donc c'est une boîte comme ça, je ne sais pas si on la voit à la caméra, si cette clé, enfin si ça brûle. À l'intérieur, c'est du plastique, donc ça fond, ça part, quoi. Donc votre travail, lorsque vous recevez un Ledger Nano et que vous l'initialisez, vous allez voir 24 mots qui sont affichés sur l'écran. Ces 24 mots sont l'entropie qui vous permettent de régénérer votre clé. Donc, votre but, c'est justement de conserver ces 24 mots de façon sécurisée et donc a priori dans un endroit qui, lui, est immifugé.
Et si vous n'avez pas accès à ces endroits inifugés, pardon, sur notre site, dans notre boutique en ligne, on vend des cryptostyles qui sont des plaques de métal sur lesquelles vous pouvez graver vos 24 mots. Et ces cryptostyles sont réputés résister au feu. Donc, si vous aviez acheté un cryptostyle en même temps que votre Ledger Nano, vous auriez pu récupérer votre Recovery Phrase. Le packaging des devices est réalisé par une machine ou un humain. Alors, c'est un humain et il ne peut absolument pas prendre en photo aux 24 mots. Puisque, en fait, le device est envoyé vide. Il n'y a pas 24 mots à l'intérieur. Et lorsque vous ouvrez votre device pour la première fois, ce que vous regardez à l'intérieur, il y a une petite, je vais ouvrir. Vous voyez une petite page blanche ici, avec des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 24. Sur cette page, on vous invite à noter vos 24 mots et à les conserver vous, à les conserver pour vous et à les conserver en sécurité. Mais ces 24 mots, ils sont générés une seule fois à l'initialisation avec quand vous initialisez votre Ledger Nano. L'initialisation fait appel à un True Number Generator, un True Random Number Generator. Donc, personne ne peut savoir aux 24 mots. Et lorsque vous réinitialisez votre Ledger, c'est des nouveaux 24 mots qui apparaissent. Donc, l'humain qui fait la boîte, il ne peut pas connaître à l'avance les 24 mots que vous allez générer. Par contre, ce qu'on a observé comme attaque, c'est ce que je vous montrais dans ce slide-ci, c'est que certaines personnes avaient acheté des Ledger Nano et avaient retiré les papiers authentiques d'invitation à initialiser et l'avaient remplacé par un tutoriel qui vous amenait à mettre les 24 mots de l'attaquant et à initialiser votre Ledger Nano avec les 24 mots de l'attaquant. Donc, pour répondre à votre question, le packaging est bien réalisé par une machine aidée d'humains, ou des humains aidés de machines, je ne sais pas exactement dans quel sens le prendre, mais dans tous les cas, l'intervention d'un humain au moment du packaging n'a aucune influence sur le modèle de sécurité. Les 24 mots ne sont pas écrits sur le quand on envoie la clé, ils sont internes à la clé. Il faut qu'ils apparaissent sur la one. Alors, ils sont pas vraiment internes à la clé, leur génération est interne à la clé. C'est-à-dire qu'au moment où vous générez les 24 mots, c'est un random number generator, donc un générateur d'aléatoire qui s'active, et ils sont générés en interne, mais ils ne sont pas déterministiques à la clé. Ils sont déterministiques aux conditions dans lesquelles vous initialisez la clé. Donc c'est vraiment vous, dans votre situation, avec votre Ledger Nano que vous venez de recevoir, vous allez générer des 24 mots qui vont vous être uniques. Ensuite, vous les écrivez sur un papier, ou vous les écrivez pas, ou vous les apprenez par cœur, ou vous les mettez sur un cryptostyle. Mais en tout cas, ils vous sont effectivement uniques. Et ensuite, si vous voulez régénérer votre compte, c'est-à-dire vous avez perdu, si votre Ledger Nano a brûlé dans un incendie, vous achetez un nouveau Ledger Nano et vous mettez les 24 mots que vous avez générés la première fois dans ce nouveau Ledger Nano. Et vous aurez à ce moment-là un Ledger Nano qui est identique en termes de comment ça s'appelle? Vous allez avoir un Ledger Nano qui est identique en termes de contenu cryptographique au précédent. Alors effectivement, on voit le drapeau d'une ambassade derrière moi et je n'ai pas besoin de me cacher puisque mes cryptos sont parfaitement sécurisés. Nouvelle-Zélande dans le 8e. Alors c'est pas la Nouvelle-Zélande. Je vous invite à le chercher. Ah, on s'est loupé, désolé Jérôme. Mais effectivement, vous voyez ce que je disais en termes d'attaque physique, c'est important que vos cryptos soient sécurisés. Et j'applique les bonnes pratiques que je professe. Je me les applique à moi-même. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez que je revienne? Alors,
J'ai pas fait le point sur les questions, Jérôme. Il y en a quelques-unes qui sont sorties là de la part d'élèves. T'as répondu à la plupart. J'ai pas... Alors, j'en ai une qui vient d'arriver. Oui, sur l'intégrité, chaîne de construction. Voilà. Sur l'intégrité de la chaîne de construction. D'accord. Alors, donc ça, on a un article qui est dédié à ça, que je vous invite à regarder, qui s'appelle Ledger Wallet /Genuine. Donc, si vous consultez cette adresse, ledgerwallet.genuine, ou si vous regardez dans notre support, si vous allez sur support.ledger.com, vous pouvez aller chercher Genuine et vous tomberez directement sur cet article. Cet article, en fait, fait le détail revient en détail sur comment le Ledger Wallet est construit, sur ce qu'il y a à l'intérieur, au niveau du build aussi, au niveau de l'intégrité du hardware, donc au niveau de l'intégrité du microcontrôleur qu'on vous vend. Donc si vous voulez aller pousser loin le raisonnement, vous pouvez ouvrir le hardware wallet, regarder à l'intérieur, regarder si vous voyez quelque chose qui vous semble suspect, et surtout en dernière instance, vous allez pouvoir vérifier que le firmware qu'on vous dit avoir installé sur le Ledger Wallet est bien un firmware qui a été signé par nous. Donc voilà comment on s'assure la possibilité d'un insider malveillant à la confession des Ledger. Voilà. J'espère que ça vous satisfait comme réponse. Mais c'est tout à fait un sujet qui nous intéresse en termes de recherche et de preuves. On veut s'assurer que nos utilisateurs soient capables de vérifier l'authenticité et l'intégrité des ledgers qui commandent. Je suis désolé. Merci Jérôme. Merci Jérôme. Ouais. C'est moi qui suis désolé. Il nous reste une petite dizaine de minutes et on n'a pas d'autres questions. Écoute, c'est que c'était très clair. On se donne les participants, on se donne 10-20 secondes pour poser une dernière question. Puis sinon, on pourra remercier Jérôme et clôturer le talk. En tout cas, Jérôme, un grand merci pour ta disponibilité. Merci. C'est un plaisir. Écoute, on est très fiers de t'avoir accueilli et de pouvoir compter sur Ledger en tant que partenaire de la filière. Écoute, moi je sais pas quoi te dire de plus que on souhaite que ça continue et que vous soyez à nos côtés avec les prochaines promotions. Voilà tout. Félicitations pour le lancement de ce cursus. C'est une grande reconnaissance pour nous de voir que il y a des sortes d'initiatives qui se passent en France et que en plus on est heureux de pouvoir recruter de plus en plus de gens et on espère de vous filière bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Nous, on est très heureux d'essayer de donner l'exemple et de montrer que c'est avant tout une technologie, ce sont des technologies de collaboration et que c'est avec l'aide de l'ensemble de l'écosystème qu'on va pouvoir avancer. Et d'où la démarche un peu autour du rassemblement de l'écosystème français. Super. Merci Jérôme. À bientôt. À bientôt. Écoutez, j'espère que cette journée de talk en live ouvert au public vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour les candidats donc sur le site de l'ESG pour candidater en ligne. Pour les entreprises, vous pouvez envoyer un mail à celles qui sont intéressées pour avoir des alternants en leur sein. Donc envoyez un mail à blockchain@esgi.fr. Pour les autres, les curieux, les motivés, les intéressés, on vous donne rendez-vous pour le Blockchain Day édition 4 l'année prochaine. Donc ce sera avec un grand plaisir qu'on renouvellera ce type d'événement l'année prochaine. Voilà. Les élèves, je vous donne rendez-vous sur Big Blue Button avec la conférence de clôture qui sera donc pas ouvert au public mais uniquement avec vous et avec EDF. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Au revoir.